Infanterie. Plus de 3 millions d'hommes formaient l'ossature des forces terrestres allemandes à l'été 1941. Dès 1934, alors que l'armée portait encore officiellement le nom de Reichswehr, le déploiement de 21 divisions d'infanterie était achevé. Mais au début de la campagne de l'Est, la structure avait nettement changé. Une section d'infanterie comptait 49 hommes avec une charrette et un cheval, tandis qu'une compagnie rassemblait environ 190 combattants dotés de leur propre section de ravitaillement et de réparation. La couleur distinctive de l'infanterie était le blanc, utilisé pour border les épaulettes et les pattes de col, afin de reconnaître de loin cette arme en marche ou au combat. Ce sont les divisions d'infanterie qui supportaient l'essentiel des combats à l'Est, puisque sur plus de 200 divisions des forces terrestres en juin 1941, la majorité était des divisions d'infanterie. L'infanterie resta l'arme la plus nombreuse et en même temps la moins protégée de la Wehrmacht jusqu'à la toute fin de la guerre. Artillerie. La couleur distinctive de l'artillerie était le rouge, la deuxième arme par importance après l'infanterie, celle qui décidait de l'issue de la plupart des batailles bien avant que les chars et l'infanterie n'engagent le combat rapproché. La constitution de l'artillerie de réserve du haut commandement débuta dès 1933, alors que l'Allemagne n'avait officiellement pas le droit de détenir des pièces lourdes au-delà des limites imposées par le traité de Versailles. Au moment de l'attaque contre l'Union soviétique, chaque régiment d'infanterie des premières vagues de mobilisation disposait d'une compagnie distincte de pièces d'infanterie, 6 pièces légères et 2 pièces lourdes, portant le total par division à 18 pièces légères et 6 pièces lourdes. À l'été 1941, la Wehrmacht disposait de 18 groupes de lance-roquettes, dont 9 furent réunis en 3 régiments, et au début de la campagne de l'Est, de plus d'une dizaine de groupes de canons d'assaut, à raison de 3 batteries de 7 pièces chacune. C'est justement cette densité de puissance de feu qui permettait à l'infanterie allemande d'accomplir des missions pour lesquelles les armées d'autres pays devaient engager des forces d'artillerie bien plus importantes. Cavalerie et reconnaissance. La couleur distinctive était le jaune doré, et bien que la cavalerie fût considérée comme une arme dépassée au début de la Seconde Guerre mondiale, la Wehrmacht conserva malgré tout des unités montées. Les 1er et 2e régiments de cavalerie appartenaient à la 1re brigade de cavalerie, stationnée en Prusse. Pendant la campagne de Pologne en 1939, la brigade agit avec un tel succès que dès 1940, elle fut portée au niveau d'une division complète. Dans le même temps, les bataillons de reconnaissance des divisions d'infanterie étaient formés à partir de régiments de cavalerie et comprenaient des escadrons montés pour agir là où les véhicules ne pouvaient pas passer. Sur le front de l'Ouest, la première unité à franchir la Seine fut l'escadron de reconnaissance de la 6e division d'infanterie, commandé par Georg von Boeselager. Malgré la motorisation, le commandement allemand ne parvint jamais à se passer complètement du cheval, ni pour la reconnaissance, ni pour la lutte contre les partisans à l'Est. Troupes blindées. La couleur distinctive devint le rose et la date de naissance de la Panzerwaffe est habituellement fixée au 15 octobre 1935. Ce jour-là furent formées d'un coup 3 divisions blindées, la première à Weimar sur la base de la 3e division de cavalerie, la 2e à Würzburg sous le commandement du colonel Heinz Guderian et la 3e à Berlin. En 1939, la structure organisationnelle définitive n'était pas encore fixée. Une division blindée typique comprenait une brigade blindée, 2 régiments de 2 bataillons chacun, environ 300 chars et 3300 hommes, une brigade d'infanterie motorisée d'environ 2000 hommes et un bataillon motocycliste de 850 hommes. Au printemps 1939 fut formée la 6e division blindée en réalité, mais elle reçut d'emblée le numéro 10. À l'automne 1940, les brigades blindées à 2 régiments furent démantelées afin de doubler le nombre de divisions avant l'attaque contre l'Union soviétique. Troupes anti-chars. La couleur distinctive était le rose, comme pour les blindés, et l'arme anti-char principale des divisions d'infanterie devint, à partir de mars 1935, le canon de 37 mm modèle 1935-36. Au 1er septembre 1939, les troupes disposaient de 11 250 pièces de ce type, et ce nombre atteignit 15 500 au moment de l'attaque contre l'Union soviétique. Mais dès la campagne de France en 1940,
on découvrit que les obus de 37 mm ne perçaient pas le blindage des chars lourds britanniques et français, ce qui valut à ce canon le surnom de Maillet dans les troupes. Les ingénieurs allemands tentèrent de compenser la faiblesse du canon par un affût automoteur monté sur le châssis du char léger de premier modèle. Mais ces engins n'acquirent une véritable expérience de combat sérieuse que sur le front de l'Est, où ils se heurtèrent à des chars soviétiques mieux protégés. Le remplaçant, un canon de 50 mm, ne commença à équiper la Wehrmacht qu'à partir de la fin 1940, et seulement en exemplaires limités. Troupes du génie. La couleur distinctive était le noir, et ce qui rendit véritablement célèbres les troupes du génie fut l'assaut du fort belge d'Eben Emael le 10 mai 1940. Le fort était considéré comme la plus grande fortification du monde à cette époque et couvrait des ponts stratégiques sur le canal Albert. 11 planeurs déposèrent près du fort le groupe d'assaut Granit, 85 hommes sous le commandement du premier lieutenant Rudolf Witzig, emportant avec eux 2 tonnes de munitions de génie et 4 lance-flammes. Dès les premières heures, les sapeurs firent sauter les bunkers et casemates clés du fort et incendièrent une partie des points d'appui aux lance-flammes. La garnison tint jusqu'au lendemain matin. Ce n'est que le 11 mai, quand un régiment d'infanterie et un bataillon du génie parvinrent jusqu'au fort, les Belges ayant réussi entre-temps à détruire les ponts sur la Meuse, ce qui retarda leur progression, que les défenseurs capitulèrent vers 11 heures du matin. La garnison belge perdit 69 tués et 40 blessés, tandis que le groupe d'assaut allemand ne subit que des pertes minimes. Troupes de transmission. La couleur distinctive était le jaune citron, et les transmissions militaires allemandes étaient considérées comme l'un des points forts de la Wehrmacht, surtout comparé au faible équipement en poste radio de l'adversaire. Après 1933, l'industrie radio allemande créa plus de 1000 modèles différents de récepteurs, d'émetteurs et de postes radio pour tous les domaines militaires. Dans les unités d'infanterie, on utilisait le téléphone de campagne, et la tactique du Blitzkrieg était impensable sans une liaison stable entre les unités blindées et motorisées et l'artillerie et l'aviation qui les soutenaient. Pour chiffrer les messages, on utilisait la célèbre machine Enigma, jugée par le commandement allemand si fiable qu'elle fut retirée de la vente libre et réservée exclusivement aux forces armées. C'est précisément cette supériorité dans les transmissions, alliée à la motorisation, qui fut l'un des facteurs déterminants du succès des opérations offensives allemandes durant les premières années de la guerre. Troupes des chemins de fer. Elles étaient chargées de la construction, de la remise en état et de la protection des voies de communication dans la zone du front, et sans cette arme, le ravitaillement de fronts étirés sur des milliers de kilomètres aurait tout simplement été impossible. Les cheminots militaires dépendaient du commandement des troupes ferroviaires au niveau de l'armée et du groupe d'armée, et tout en haut, du chef du service des transports militaires de la Wehrmacht, le général Rudolf Gercke, né le 17 août 1884. Avant l'attaque contre l'Union soviétique, chacun des 3 groupes d'armées reçut sa propre direction ferroviaire de campagne, la 4e pour le groupe d'armée Nord, la 2e pour le groupe d'armée Centre et la 3e pour le groupe d'armée Sud. Les cheminots devaient non seulement réparer les rails, mais aussi changer l'écartement européen standard pour l'écartement plus large de l'Est, afin de permettre l'avancée des convois en profondeur sur le territoire soviétique. De la rapidité de ce changement d'écartement dépendait directement la capacité du ravitaillement à rattraper les groupes blindés en progression. Service de santé. La couleur distinctive était le bleuet, et au niveau de la division, les soins médicaux étaient assurés par une compagnie sanitaire de 55 hommes. Elle comprenait un commandant de compagnie médecin, 2 médecins subalternes, 4 auxiliaires médicaux, 7 instructeurs sanitaires et 24 brancardiers, ainsi qu'un responsable de la pharmacie, un greffier et un cuisinier. Un peloton distinct de porteurs se détachait de l'effectif de la compagnie, un auxiliaire médical, 3 instructeurs sanitaires et 18 brancardiers, qui évacuaient sous le feu les blessés du front vers le poste de secours principal. Au niveau du bataillon, l'aide apportée était bien plus modeste, un seul médecin et 2 instructeurs sanitaires chargés des premiers secours, de l'injection du sérum antitétanique et de la préparation des blessés pour l'évacuation ultérieure. Selon la Convention de Genève, le personnel médical n'avait le droit de porter des armes que pour se défendre lui-même et défendre ses patients,
jamais à des fins offensives. Service vétérinaire. À l'été 1941, la Wehrmacht comptait plus d'1 million de chevaux, dont 88% servaient dans les divisions d'infanterie. 90% de toute la force de traction de l'armée allemande furent assurés tout au long de la guerre par les chevaux, et non par les automobiles, contrairement à l'image répandue d'un blitzkrieg entièrement motorisé. Chaque division d'infanterie comptait dans ses effectifs 30 vétérinaires, et une compagnie vétérinaire distincte de 334 hommes, chargés de milliers d'animaux. Les troupes disposaient de chariots hippomobiles spécialisés, un modèle léger de 650 kg, transportant jusqu'à 750 kg de charge avec un seul cheval, et un chariot lourd blindé de fer, de plus d'1 tonne, attelé à 4 chevaux, transportant jusqu'à 1720 kg de charge. Sans le travail coordonné du service vétérinaire, les divisions d'infanterie de la Wehrmacht, bien plus dépendantes des chevaux qu'on ne le croit généralement, se seraient tout simplement arrêtées après quelques semaines de combat. Police militaire, la gendarmerie de campagne. Les premières unités de gendarmerie de campagne apparurent dès les guerres austro-prusso-italiennes et franco-prussiennes du XIXe siècle, mais après la défaite de la Première Guerre mondiale, la police militaire allemande fut dissoute, et les fonctions de contrôle furent confiées au service de patrouille des garnisons jusqu'en 1939. Le 16 mars 1935 fut adoptée la loi sur la création des forces armées, qui intégra à la Wehrmacht des unités de gendarmerie de campagne. Leur signe distinctif était une plaque suspendue par une chaîne sur la poitrine, ce qui valut aux gendarmes le surnom de chien de chaîne dans les troupes. Les tâches de la gendarmerie de campagne comprenaient non seulement le maintien de la discipline et la régulation de la circulation sur les routes, mais aussi, en temps de guerre, l'arrestation des soldats en fuite ou en retraite, à partir desquels on formait des unités de combat provisoires jetées pour colmater les secteurs les plus dangereux du front. À la fin de la guerre, quand le nombre de soldats en retraite se comptait par milliers, la gendarmerie de campagne s'occupait de cela presque quotidiennement. Troupes de transport. Elles assuraient l'acheminement des troupes et du matériel sur un territoire qui s'étendait de la côte atlantique à la Volga et du Cap Nord à la Libye. De telles distances exigeaient non seulement une planification précise des itinéraires et un calcul de la capacité des routes, mais aussi une improvisation constante sur le terrain. La charge principale reposait sur les colonnes automobiles. Les effectifs d'une division motorisée comprenaient 8 colonnes automobiles de ravitaillement, 2 colonnes de transport de carburant et 2 compagnies d'ateliers de réparation. Chaque année de guerre, la longueur des lignes de communication ne cessait de croître, tandis que le nombre de camions en état de marche diminuait faute de pièces détachées et de carburant. Dès 1944, ce furent précisément les problèmes de transport et non le manque de munitions qui devinrent de plus en plus souvent la cause de l'arrêt des offensives allemandes. Service de ravitaillement. Dans les effectifs d'une division d'infanterie, le ravitaillement était assuré par 3 colonnes automobiles, 6 colonnes hippomobiles, une colonne automobile de transport de carburant, une compagnie motorisée d'ateliers de réparation et une compagnie automobile de ravitaillement. Cette structure mixte, des camions aux côtés de charrettes tirées par des chevaux, reflétait la situation réelle de l'armée allemande, où la motorisation restait un privilège loin d'être accordé à toutes les unités. C'est justement le service de ravitaillement qui déterminait combien de temps une division pouvait combattre sans interruption. Munitions, vivres et carburants devaient parvenir chaque jour jusqu'au front, quel que soit le temps ou l'état des routes. Avec l'étirement du front vers l'est, les colonnes de ravitaillement parcouraient des centaines de kilomètres sur des routes en terre et le dégel arrêtait souvent l'acheminement pendant des semaines. Ce furent précisément les erreurs de ce service, et non de tactique, qui furent l'une des causes de l'arrêt de l'offensive allemande devant Moscou à l'hiver 1941. Service administratif. Le 4 février 1938 fut créé le Haut Commandement de la Wehrmacht, et en son sein apparut la Direction générale des forces armées, dirigée à partir de la fin 1939 par le général Hermann Reinecke. C'est justement cette direction qui réunissait les services juridiques et administratifs responsables de tout ce qui ne touchait pas directement aux opérations de combat, de la gestion des documents jusqu'aux calculs financiers concernant le personnel. Parallèlement, le Haut Commandement des forces terrestres disposait de sa propre direction administrative,
traitant des questions juridiques séparément de celles des forces armées dans leur ensemble. Ce doublement des structures créait une confusion dans la chaîne de commandement, et les historiens restent encore aujourd'hui divisés sur l'efficacité avec laquelle le service administratif remplissait ses fonctions dans le contexte d'une guerre étirée sur plusieurs fronts à la fois. Néanmoins, c'est bien par le service administratif que passaient tous les mouvements de personnel et les questions financières de la Wehrmacht, et ce jusqu'en mai 1945. Service juridique. Durant les 4 années de la Première Guerre mondiale, les tribunaux militaires allemands prononcèrent en tout 150 condamnations à mort contre des soldats, et seuls 48 hommes furent réellement exécutés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'approche changea radicalement. Plus de 20 000 condamnations à mort furent prononcées contre des militaires de la Wehrmacht, précisément pour désertion. Les historiens ne parviennent toujours pas à établir avec précision le nombre de sentences réellement exécutées, car une grande partie des documents de la justice militaire nazie fut détruite, et vers la fin de la guerre, les déserteurs étaient souvent fusillés par des cours martiales de campagne sans aucun registre. Selon différentes estimations, environ 15 000 déserteurs de la Wehrmacht furent exécutés, soit des centaines de fois plus que pendant toute la précédente guerre mondiale. Même le 10 mai 1945, 2 jours après que leur unité eut reçu l'ordre de cesser le combat, un tribunal militaire en Norvège condamna à mort un groupe de marins pour refus de combattre et tentative de désertion. Service géodésique et cartographique. Il était chargé de créer et de fournir aux troupes des cartes de toutes sortes, des cartes terrestres ordinaires aux cartes maritimes et aériennes. La Wehrmacht établissait la plupart de ses cartes militaires à partir de matériaux d'avant-guerre des services géodésiques d'État allemands, en les complétant par des données de photographie aérienne. Dans les unités d'artillerie existaient des pelotons cartographiques distincts qui fournissaient aux batteries et aux groupes les cartes nécessaires avant chaque opération, tandis que la mise à jour des cartes tactiques de situation revenait séparément aux sections d'état-major de chaque arme. Sans carte précise, l'artillerie ne pouvait pas calculer les coordonnées de la cible, et les colonnes blindées risquaient de se perdre en terrain inconnu lors de percées rapides. Une grande partie de ces cartes et de ces photographies aériennes s'est conservée jusqu'à nos jours dans les archives allemandes, et les historiens s'en servent encore pour reconstituer le déroulement des combats. Unité de propagande. Le 1er avril 1939, le haut commandement de la Wehrmacht créa un service de propagande dirigé par le colonel Hasso von Wedel. Plus tôt encore, en août 1938, 4 compagnies de propagande furent formées et rattachées au commandement des corps d'armée, chaque compagnie comptant des pelotons de reportage de front, un peloton de haut-parleurs et un groupe de travail. À l'été 1941, ces compagnies étaient déjà au nombre de 19, 12 dans les forces terrestres, 4 dans la Luftwaffe et 3 dans la marine, et y servaient des écrivains, des peintres, des photographes et des caméramens. Vers 1943, l'effectif total des propagandistes militaires allemands approchait les 15 000 hommes. À partir du 25 janvier 1943, les correspondants de guerre et les compagnies de propagande furent constitués en une arme distincte, avec sa propre couleur distinctive, le gris clair. Troupes de montagne. Le 9 avril 1938, à Garmisch-Partenkirchen en Bavière, fut créée la première division d'infanterie de montagne. Par décision du commandement des forces terrestres du 31 mars 1938, l'emblème de la division devint la fleur d'Edelweiss, ce qui lui valut le surnom de division Edelweiss. La division était formée d'hommes originaires des régions montagneuses du sud de l'Allemagne, de Bavière et d'Autriche, entraînés au ski, à l'escalade et à la survie en conditions difficiles. En 1938, les troupes de montagne de la Wehrmacht comptaient 3 divisions, et à la fin de 1941, leur nombre était passé à 7. La division Edelweiss donna plus tard l'assaut au col de la chaîne principale du Caucase au sein du 49e corps d'armée de montagne, et cette campagne entra dans la culture soviétique grâce à une chanson de Vladimir Vysotsky sur les chasseurs alpins. Troupes aéroportées. Le 29 janvier 1936, Hermann Göring et son adjoint Erhard Milch approuvèrent la création de la première unité parachutiste. Le commandement du bataillon fut confié au commandant Bruno Breuer,
qui prit la tête d'environ 600 volontaires, et dès octobre de la même année, le bataillon effectua son premier saut de démonstration lors de manœuvres. La direction générale de la création des troupes aéroportées de la Luftwaffe fut confiée au général Kurt Student, qui dirigea plus tard la première grande opération aéroportée de l'histoire, l'assaut sur La Haye en mai 1940. Mais le débarquement le plus meurtrier pour les parachutistes fut celui de Crète en mai 1941. Les Allemands perdirent environ 4000 parachutistes tués, plus de 2000 blessés et 220 avions. La victoire en Crète coûta si cher à la Wehrmacht qu'après elle, Hitler ne se résolut plus jamais à lancer une opération aéroportée de grande envergure d'une telle ampleur. Troupes de défense antiaérienne. Les travaux sur le célèbre canon antiaérien de 88 mm commencèrent dès le milieu des années 20 et s'achevèrent en 1928 sous la désignation Flak 18. En avril 1938, la Wehrmacht disposait de 1984 pièces de ce type et de 2 700 000 obus pour les alimenter. Le 14 mai 1940, le régiment antiaérien du colonel Walter von Hippel, qui couvrait les ponts flottants sur la Meuse, revendiqua en une seule journée plus d'une centaine d'avions ennemis abattus. Le canon de 88 mm se révéla si polyvalent qu'il fut utilisé non seulement contre l'aviation, mais aussi comme moyen anti-char, perçant le blindage de pratiquement tous les chars alliés et soviétiques jusqu'à la toute fin de la guerre. En août 1944, la Wehrmacht et la Luftwaffe comptaient déjà plus de 10 900 pièces de ce type sur tous les fronts et dans la défense antiaérienne du Reich lui-même. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne, il y a encore beaucoup d'histoires intéressantes là-bas.